fraternitévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. On en parle de plus en plus et dans l'actualité, il est question de la chute de la crypto-monnaie et donc on parlera de la crypto-monnaie en plateau ce matin avec l'ensemble du plateau constitué par Khabali Para. Bonjour. Bonjour à vous Clément Tchadé, bienvenue. Bonjour Raymond Niamboussou. Et docteur Saharoudine Landouzi, bonjour. Bonjour cher journaliste. Oui, vous êtes docteur en sciences de gestion, spécialiste de la finance d'entreprise et de marché, la crypto-monnaie. On fera donc un état des lieux en Afrique et spécifiquement au Bénin pour voir si il y a des investisseurs, des utilisateurs de ce type de monnaie, quels sont les avantages, quelles peuvent être les conséquences, et puis la situation actuelle avec la dégringolade, si je peux m'exprimer ainsi, de cette monnaie avec ce qui se passe aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Allez, on va commencer par vous, Herman Niamboussou. La crypto-monnaie, oui, est-ce que vous investissez là-dedans? Oh, pas encore. Vous savez, tout ce qui est nouveau ne m'attire pas tout de suite. C'est vrai qu'on entend parler de la crypto-monnaie. C'est vrai que ça, il paraît qu'il suffit d'avoir son téléphone et puis bon, tout le reste, c'est parti. Mais la présence du docteur sur le plateau nous permet de savoir ce que c'est réellement pour ne pas s'engouffrer dans de beaux draps. Et après avoir des soucis, commencer par pleurer sur du lait renversé, comme d'autres. Donc je pense que s'il est là, c'est pour nous éclairer davantage sur ce qu'il faut faire, parce que j'apprends qu'il y en a qu'on interdit au Bénin, qu'on interdit ailleurs. Est-ce que c'est interdit au Bénin? Il me dira ce que c'est. D'abord, la crypto-monnaie, c'est quoi? Les différents types, parce que j'apprends qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies et tout. Il nous dit, sa présence sur le plateau nous va davantage nous éclairer. Khabali Para, oui. Non, je dirais presque la même chose qu'avec Herman, puisqu'on a noté que la crypto-monnaie, c'est beaucoup plus durant la période du coronavirus que cette expression est revenue, je dirais, abondamment, puisque en termes d'échange, c'est une monnaie qu'on ne touche pas pour autant, c'est-à-dire qu'avec son téléphone, avec le net, n'est-ce pas, on peut opérer, on peut faire les échanges commerciaux de quelque nature, que ce soit sans contact. Et donc, c'était une monnaie bienvenue durant la période du coronavirus où dans les règles élémentaires ou de protection, on souhaitait la distance entre les humains à l'effet donc de se protéger ou de se prémunir contre le mal. Alors que donc avec notre invité, il nous apportera l'éclairage qu'il faut, n'est-ce pas, aussi bien pour nous sur le plateau qu'à nos téléspectateurs qui souhaitent comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et les différentes catégories. Il y a un temps blockchain et autres. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et donc, Christian, si vous permettez, je vais m'adresser premièrement à notre invité, docteur. Qu'est-ce qu'on entend par crypto-monnaie de façon plus simple? Merci, cher journaliste, monsieur Alikpara. Alors, j'aime bien prendre deux positions extrêmes pour montrer le flou qui existe et l'importance de connaître ce que c'est que une crypto-monnaie. Alors, je prends une position comme celle de Elon Musk, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui a montré l'importance des crypto-monnaies et a même favorisé leur popularité par ses sorties médiatiques et par ses tweets. Et une position comme celle du scientifique Paul Krugman, prix Nobel d'économie, pour qui les crypto-monnaies sont comme une maison non pas construite sur du sable, mais construite sur du rien du tout, et qui compare le marché des crypto-monnaies comme la bulle financière de 2008. Alors, il apparaît important pour de simples agents économiques comme vous et moi, entre ces deux positions extrêmes, de comprendre réellement c'est quoi la crypto-monnaie. Alors, pour dire ce que c'est qu'une crypto-monnaie, je parle souvent des monnaies que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, nous avons l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle de la monnaie fiduciaire. Ce sont des billets, des pièces de monnaie émises par les banques centrales. Nous utilisons aussi de la monnaie scripturale. C'est des jeux d'écriture, les chèques, à travers les banques et autres. La caractéristique distinctive de ces monnaies que je viens de citer en rapport avec les crypto-monnaies, c'est que ces monnaies sont émises
par des institutions étatiques ou supra-étatiques, telles que la Réserve fédérale pour le dollar et la BCAO pour le CFA. Seulement voilà, en 2009, au lendemain de la crise financière, vous vous rappelez la crise financière qui a frappé le monde de la finance en 2009 et qui a montré la faiblesse du système financier classique, il est apparu une forme de monnaie qui n'est pas cette fois-ci générée par le système bancaire, mais générée par des codes informatiques, juste là qualifiés d'infalsifiables, appelés blockchain. Voilà. Alors, la crypto-monnaie, ce sont des monnaies numériques, des monnaies électroniques qui n'ont pas une forme physique, d'accord? Dans leur émission, on n'a pas besoin de points de centralisation de données tels que les banques primaires, je veux dire la banque centrale, les banques centrales. Et dans leur fonctionnement, on n'a pas besoin de points centraux de contrôle tels que les banques secondaires, c'est-à-dire les banques commerciales. Alors, c'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est des codes informatiques qui évoluent dans un système partagé d'informations, c'est-à-dire que c'est plusieurs personnes, des privés, qui peuvent créer de la monnaie à travers le système de blockchain. Et la blockchain permet l'impossibilité pour les acteurs, pour tous les acteurs, y compris les administrateurs du réseau, premièrement, de ne pas agir sur les transactions passées, et deuxièmement, de ne pas pouvoir dupliquer les dépenses, c'est-à-dire de ne pas pouvoir dépenser deux fois les mêmes valeurs. Voilà, ce sont là les deux caractéristiques de la blockchain. Ça sous-entend pour ce dernier développement que cela empêche la tricherie. Exactement. Oui. On vous écoute, Clément Tchadé. Sur cette clarification conceptuelle autour de la crypto-monnaie. Non, puisque je ne suis pas spécialiste, je ne saurais quand même contredire le docteur qui a bien essayé d'expliquer, de clarifier la notion même de la crypto-monnaie. Vous savez, c'est une nouveauté dans le système financier, je dirais même mondial, parce que la crypto-monnaie aujourd'hui n'est pas une question d'un seul continent ou d'un pays ou seulement des grands pays. Au Bénin ici aujourd'hui, même si elle n'est pas légalisée, même si l'État ne reconnaît pas, on ne connaît pas encore la position claire des autorités publiques, une chose est sûre, c'est qu'on a des acteurs qui sont de plein pied aujourd'hui dans la crypto-monnaie qui en font même, je dirais, des affaires. Les affaires, oui, parce que en fait, la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est une monnaie, je dirais, électronique, non physique, comme l'a dit le docteur, mais avec laquelle vous pouvez faire votre investissement. Investir comment? C'est-à-dire, lorsqu'au départ, vous vous inscrivez, vous mettez, c'est tout comme si vous mettez une mise dès le départ et ça vous génère des bénéfices en fonction de l'évolution. En fait, c'est lié aussi à la fois à la bourse en fonction de ce que vous avez misé au départ. Donc, c'est une nouveauté qui vient changer en fait les paradigmes classiques comme l'a dit le docteur et renchéri par Wahab. Donc, avec ça, il y a un changement qui s'installe aujourd'hui et qui fait que nous devons, autant que nous sommes, voir à notre manière et au choix libre de voir s'il faut y aller ou ne pas y aller. Parce que, évidemment, quand il y a une nouveauté comme ça, il y a d'abord il y a l'incertitude, tout le monde a peur d'y aller. Mais ceux qui vous disent aujourd'hui, venez investir. Moi, j'ai investi, j'ai gagné 3 millions, j'ai gagné 2 millions, mais vous n'avez pas souvent la chance parce qu'on vient vous faire la cour d'entendre des gens vous dire quels sont les risques alors qu'il y a bel et bien des risques parce que c'est un peu comme l'a dit le docteur, la deuxième école où l'Américain a dit, lui, que c'est tout comme c'est une maison construite sur rien du tout, parce que c'est de l'invisible, et donc ça pose des problèmes. Peut-être que le docteur pourra nous dire aujourd'hui, d'abord, est-ce que la crypto-monnaie existe au Bénin et quel est l'état des lieux qu'on peut faire en ce qui concerne cette nouvelle monnaie? Ok, merci. Je vais dire qu'il n'y a pas de statistiques au Bénin pour le moment. Mais on peut se fier aussi à des statistiques données par la CENICED
qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui a établi une statistique récemment en juin et sur les 20 pays les plus dynamiques en termes de crypto-monnaie au monde. Et figurez-vous, il y a 3 pays africains qui s'y retrouvent et en de très bonnes positions. On parle déjà du Kenya, qui a près de 8,5% de sa population qui manipule les monnaies numériques, qui est suivi par l'Afrique du Sud et le Nigeria avec des pourcentages de 7 et 6%. Mais en termes de transactions, il faut reconnaître que le Nigeria se trouve être le pays en tête de peloton et même bien devant les pays comme la France et les États-Unis. Même en termes de manipulation des populations, les 3 pays africains que je viens de citer sont devant la France et les États-Unis. Alors, cela dit, on peut aussi se fier aux observations dans nos environnements immédiats pour dire que même s'il n'y a pas encore de statistiques élaborées au Bénin, plusieurs personnes manipulent les monnaies numériques. Moi, dans mon environnement immédiat, je connais beaucoup d'amis, je connais beaucoup de proches qui se sont investis. Voilà. Et vous-même? Non, pas encore. Je mesure les risques. Les risques. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a, je dirais, davantage à investir là-dedans? Je vais dire oui. Quel que soit ce qu'on pourrait être amené à dire sur les crypto-monnaies, il faut reconnaître que dans le fond comme dans la forme, il y a des avantages certains. Primo, on peut parler d'un service rapide. En effet, les crypto-monnaies ont montré leur efficacité dans les transactions financières. Secondo, on pourrait parler des faibles coûts de transaction en rapport avec les banques classiques. Et tertio, on pourrait parler par rapport aux crypto-monnaies, on pourrait parler de l'inclusion financière qu'elles permettent. En effet, les monnaies numériques ont permis, à travers le développement de plusieurs services financiers, le crédit, les paiements, et même l'épargne, à développer ces services-là qui sont accessibles aux individus et aux organisations. Alors, et ces avantages-là que je viens de citer portent un certain engouement à la population et ce qui démultiplié ou bien multiplié par un effet de curiosité sur un marché nouveau, une technologie nouvelle et aussi porté par la hausse de la rentabilité qu'ont offert les crypto-monnaies à un certain moment donné, bien évidemment, avant la chute actuelle. Voilà. Oui. Oui, il a sorti des mots. Curiosité. C'est vrai que tout de suite, quand on entend parler de crypto-monnaie, on est curieux de savoir ce que c'est. Et c'est en cela que je voudrais bien que le docteur nous explique comment ça fonctionne. Parce qu'il parle d'investissement, on parle d'électronique. Alors que vous vous rappelez ici, il y a je crois, quelques semaines ou 1 ou 2 mois, quand on n'a pas eu Internet, vous avez vu ce qui s'est passé, où j'ai même fait passer le commentaire de la rédaction où on a vu des câbles enchaînés et tout. Donc ça veut dire que tous les risques, comment ça fonctionne, la crypto-monnaie? D'accord, donc comment ça fonctionne et ensuite je vais aborder peut-être les risques dont vous venez, voilà. Donc en général, comme je l'avais défini, d'accord, ce sont des monnaies qui n'ont pas une forme numérique, qui ont été développées par un individu ou bien un groupe d'individus au nom de Satoshi Nakamoto. On ne connaît pas jusqu'à présent de qui il s'agit. Et donc, il y a des possibilités pour des individus, puisque le marché est vraiment libéral, d'avoir des unités de production de monnaie, des unités centrales qui permettent de créer des monnaies. On parle du Bitcoin, de l'Ether, ainsi de suite, et qu'ils mettent sur un marché et pour lesquels les individus peuvent se mettre sur ce marché et acheter. Maintenant, il y a 2 cas de transaction. C'est d'abord l'achat. Vous pouvez acheter la crypto-monnaie par le CFA, le dollar, l'euro, ainsi de suite. Ensuite, quand vous l'achetez, vous disposez de la crypto-monnaie. Vous pouvez maintenant faire des transactions B2B, de particulier à particulier, aussi dans des systèmes. Alors, lorsqu'on achète, on va verser l'argent où vous avez votre CFA et vous voulez acheter par exemple le Litecoin. Vous voyez la somme ou bien c'est un prélèvement qui se fait dans une banque. Il y a des plateformes, il y a des distributeurs au niveau, même dans tous les pays.
soit par carte de crédit, soit par espèce auprès des distributeurs. Voilà. Maintenant, Oui, allez-y. Je vais aborder les risques. Peut-être qu'il a une question qui va dans le sens de ce que vous dites, ou oui? Non, en fait, je vais dire, quand vous achetez, c'est de l'invisible, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas la possibilité de l'avoir, un peu tout comme si quand vous prenez Christian votre franc CFA et que vous allez au niveau des services de change où vous pouvez prendre directement soit le dollar, l'euro ou d'autres monnaies que vous voulez. Ici, vous achetez, mais c'est toujours un peu comme les momos que nous avons, mais vous n'avez pas directement la possibilité accès à ça. Et donc, vous pouvez par exemple décider encore soit à garder, et vous regardez, vous suivez donc l'évolution de la monnaie pour voir si elle connaît de hausse ou bien quand elle est en baisse. Donc, du coup, vous ne cherchez pas, par exemple, à changer. Et aujourd'hui, comme l'a dit le docteur, c'est beaucoup plus en ligne que tout se passe. Puisque vous avez, si vous voulez investir aujourd'hui dans la crypto-monnaie, vous êtes obligé d'avoir les cartes de crédit. Et donc, tout se passe en ligne. Vous achetez, vous pouvez faire des achats, mais seulement avec des gens qui détiennent aussi la même monnaie que vous, ou qui acceptent. Parce que c'est aussi là le problème ou je dirais la contrainte aujourd'hui de la crypto-monnaie. Lorsque je la détiens et que je veux faire une transaction avec Wahab ou avec Eman, est-ce que Eman est d'abord d'accord sur le fait que je puisse en contrepartie lui donner mon Bitcoin, je vais dire Bitcoin ou ce que j'ai comme monnaie électronique, et il me donne ce que je veux comme, je dirais, le produit ou le service. Donc, c'est aussi là la grande équation. Parce que, oui, une chose est d'avoir la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, vous avez vu dans certains pays où tout évolue bien, un peu comme au Bénin, les autorités ne disent peut-être pas encore rien, absolument, mais une chose est sûre, moi je connais, je peux en témoigner, des gens qui sont dedans, qui ont investi, qui ont réussi. Maintenant, est-ce qu'on va attendre le jour que ça va... Ça capote. On aura, je ne veux pas dire, un autre ICC service. Oui. Avant de réagir, parce que c'est une question voilà qui nous relance sur l'aspect risque. Oui. Et je partirai sur l'aspect crainte tel qu'il est en train de... On sent quand même qu'il y a des craintes, effectivement. Il y a des craintes au sein de l'opinion publique comme au sein de la classe des scientifiques. Et vous savez, quel que soit ce qu'on peut être amené à dire sur les crypto-monnaies, il faut reconnaître que certaines caractéristiques intrinsèques mais défavorables à leur fonctionnement peuvent susciter des inquiétudes quant à leur pleine capacité à remplir les avantages que je viens de citer. Voilà. Et premièrement, ce sont des craintes de légitimité ou de légalité. En effet, les possibilités qu'offrent les crypto-monnaies de contourner les États posent problème. Voilà. Et le marché des crypto-monnaies, vous n'êtes pas sans savoir, est comme un Far West où transite tout type de transactions. On peut parler de blanchiment, des fraudes fiscales, des contournements de sanctions, c'est d'actualité aujourd'hui, même du blanchiment d'argent. Voilà. Donc, le réel problème que posent ces craintes est en rapport avec le vide juridique qui entoure, comme il a dit tout à l'heure, les crypto-monnaies. Deuxièmement, ce sont des craintes liées au succès, à l'excès de liberté qui existe dans le domaine. Il y a plus de 6000 crypto-monnaies aujourd'hui dans le monde, avec une capitalisation boursière en septembre 2021 de 3000 milliards de dollars. Donc 6000, ça fait comme 6000 catégories, 6000 sortes de crypto-monnaies, un peu comme on parle de francs CFA, exactement, de dollars, d'euros. Exactement. Donc vous voyez, le manque d'organes de coercition a favorisé la création tout azimut de monnaie et d'instruments financiers. Et comme le disait Platon, l'excès de liberté
ne peut tourner qu'en un excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour l'État. Et vous allez remarquer par après, quand on va arriver au niveau des ANAC, que beaucoup de particuliers se sont vraiment servis pour se faire de l'argent au dos, voilà, des citoyens ordinaires. Voilà. Et je n'ai pas fini au niveau des craintes. Il y a aussi la troisième catégorie de craintes est relative à la cryptographie. C'est-à-dire la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies. Vous savez, tout ce que nous faisons comme transaction aujourd'hui et qui est censé sécuriser sur Internet passe par cette technologie, la cryptographie. C'est pas trop nouveau. Et que ce soit les transactions bancaires, que ce soit les achats en ligne, les messages téléphoniques ou appels téléphoniques via les réseaux sociaux, c'est du cryptage. Et pour vous donner un exemple de cette crainte, vous savez, les applications de réseaux sociaux nous ont tout le temps rassurés que les messages que nous envoyons en particulier ne sont pas visibles, sont sécurisés par des tierces personnes et même pas visibles par les administrateurs des dites applications. Mais récemment, il a fallu qu'éclate une affaire du nom de Pegasus, si vous vous rappelez, pour qu'on se rende compte que toute cette assurance de technologie cryptée est mise à rude épreuve par un logiciel espion de la société israélienne NSO. Donc le réel problème que pose cette inquiétude est un rapport avec la possible vulnérabilité de la technologie de la cryptographie. Et quatrièmement, pour enchérir sur le troisième point, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, il existe aux mains des États puissants, d'autres technologies qui sont plus évoluées que la cryptographie. Et à ce qui est annoncé, on parle du quantique, qui serait comme un tsunami dans le domaine de la technologie. À ce qui est annoncé, l'ordinateur quantique pourra, en une fraction de seconde, résoudre ce qu'un ordinateur le plus évolué de notre temps actuel mettra un mois ou des années à résoudre. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités à l'avenir de décrypter ce qui est aujourd'hui crypté. Voilà. Donc, le réel problème que pose cette inquiétude est en rapport avec l'évolution technologique. Non, voilà. En fait, je pense que ces craintes sont vraiment vérifiées parce qu'il faut se baser d'abord sur la mentalité de l'Africain et surtout la mentalité du Béninois. Et là, je circonscris le débat par rapport à nous, notre contexte. Quand on ne voit pas, on n'arrive pas à croire, surtout quand il s'agit de l'argent. Et quand on est dans un état où les populations, par le passé, un passé pas trop lointain, pour autant ont été victimes de l'affaire ICC Service. Là, d'abord, c'était même du matériel, c'était physique, on arrivait à toucher et pourtant, on a été grugé. Que dire maintenant de cette technologie ou de cette opération, ces échanges commerciaux qu'on peut faire, ces échanges de monnaie qu'on peut faire sans pouvoir les toucher, c'est-à-dire vous appuyez, c'est peut-être un code, vous appuyez et puis ça passe, on dit que tu es riche de tel million de francs, et là cette fois-ci ce n'est plus franc CFA, ça devient crypto-monnaie. Comment cela se fait exactement en termes d'échange? Est-ce qu'il y a possibilité lorsque, moi j'évolue avec ma crypto-monnaie dans mon téléphone portable, sur le net et autres, qu'en termes d'échange, je veuille pour ma vieille au village, mes parents au village qui, eux, ont besoin de la pièce physique, de la monnaie physique utilisée au Bénin, donc le franc CFA, n'est-ce pas, qu'on fasse d'échanges pour que moi j'ai de crypto-monnaie, vous avez le franc CFA dont a besoin mes parents au village, alors on échange et que moi je prends le franc CFA chez vous pour que mes parents puissent s'en servir. Est-ce que c'est faisable? Oui, techniquement, c'est faisable. Et d'ailleurs, si ce n'était pas faisable, s'il n'y avait pas une possibilité de convertibilité d'une monnaie aux monnaies de crypto-monnaie, ce serait juste un système qui va évoluer donc en autarcie entre les membres qui ont déjà la crypto-monnaie. Et donc, il faut nécessairement une autre valeur qui puisse être convertible pour que les adhérents puissent en acquérir. Je bondis alors pour expliquer un peu les risques que les gens encourent quand ils vont placer leur argent dans les crypto-monnaies. Et à ce niveau, on peut dire que
eu égard aux craintes que j'ai énumérées, d'accord, et ces craintes-là ouvrent la voie à de potentiels risques, non seulement pour les agents économiques, mais aussi pour les marchés financiers, les marchés bancaires, les marchés boursiers, également aussi pour les États. Voilà. L'inconvénient majeur pour les agents économiques, comme vous et moi, et ce que les gens ne disent pas souvent, c'est une plus grande volatilité. C'est-à-dire que quand vous placez votre argent dans les crypto-monnaies, cet argent est sujet à plus de risques. Il y a un haut risque. Voilà. Et l'inconvénient majeur pour les États, ou bien pour les marchés d'abord, c'est la crainte d'un effet domino des marchés de crypto-monnaies sur les marchés classiques, c'est-à-dire une répercussion des réactions positives ou négatives, mais en général des réactions négatives, parce qu'on part du fait que ce sont les crypto-monnaies qui sont un marché non régulé. Donc, une peur de la répercussion des effets négatifs de ce marché sur les marchés classiques. Et c'est une illustration parfaite d'une certaine loi qu'on appelle la loi de Gresham. Thomas Gresham, qui est un économiste, qui disait que lorsque dans une économie, il y a deux types de monnaie et le public qualifie une de bonne et une autre de mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Voilà. Donc, l'inconvénient majeur aussi pour les États, c'est l'impossibilité pour les États de cerner une grande partie de l'économie dont le fonctionnement ne permet pas de sécuriser les biens, parfois même les personnes, et encore moins ne permet pas de collecter l'impôt. Voilà. Voilà un peu. Alors, Christian, si vous permettez à notre invité, je vais faire une question d'un de nos téléspectateurs qui nous suit et qui demande comment on peut acheter du maïs à Dantokpa, par exemple, avec la crypto-monnaie. Bon, je pense que c'est une bonne question. Il faut être dans le système. Il faut que vous ayez des crypto-monnaies. Et il faut que celui qui vend son maïs soit aussi, accepte les crypto-monnaies, qu'il y ait un compte de crypto-monnaies pour que vous puissiez... Un peu, c'est comme un travail des oiseaux de même plumage. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Christian, non, en fait, je disais que, bon, c'est vrai, on parle aujourd'hui beaucoup plus de risques, ce qui est tout à fait normal, mais en fait, quand vous voulez investir, que l'on soit dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que vous voulez, c'est d'abord et avant tout les risques. Et les gens qui, en inbox, viennent moi me faire la cour, sont clairs pour dire, si vous voulez faire comme moi, venez, mais voici les risques, voici les avantages. Et donc, c'est en fonction de ça que vous vous positionnez, vous faites donc votre choix libre. Donc, le libre arbitre intervient. Donc, moi, je dis, il y a aussi un autre aspect que nous ignorons aujourd'hui. La monnaie, dans sa définition même, est d'abord un pouvoir aussi. Parce qu'il s'agit quand même de l'argent. La monnaie est un pouvoir. Et je me demande aujourd'hui, avec l'évolution de la crypto-monnaie et la réticence des États, surtout des États de l'Afrique, même si en l'Occident et d'autres aussi, on est toujours réticents. La réticence s'explique peut-être pas. Je me dis, est-ce qu'on n'a jamais fini de faire le débat sur nos monnaies qui ne sont pas qui ne font pas l'unanimité. Donc, je me dis, est-ce que derrière ne se cache pas la pensée occidentale qui veut que peut-être on ne finisse pas avec la monnaie, en tout cas pour les pays francophones, je circonscris, où on veut toujours que ces vieilles monnaies règnent pour qu'on n'en arrive pas aussi à d'autres nouvelles monnaies pour contrôler, pour, je dirais, avoir donc un contre-pouvoir du pouvoir monétaire classique que nous avons. Donc, je me dis, aujourd'hui, le défi pour les États aussi bien, même pour nous, vous et moi, c'est d'abord de penser, de voir dans quelle mesure il faut légaliser d'abord et voir comment accepter et intégrer, parce que la crypto-monnaie aujourd'hui n'échappe à personne. Quand bien même on dit c'est interdit dans certains pays, les gens passent parce que tout est en ligne, c'est le nouveau monde, le monde de l'invisible où tout se passe. Donc il faut voir, il faut prendre des mesures pour réguler et pour encadrer. On va dire un petit mot sur la situation actuelle, la chute qui est constatée.
Oui, effectivement, et en conséquence de tout ce que je viens d'énumérer comme risque, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la débâcle actuellement sur le marché des crypto-monnaies. D'une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, comme je l'ai annoncé en septembre 2000 ou en novembre 2021, l'ensemble du marché des crypto-monnaies aujourd'hui ne vaut que à peine 700 ou 800 milliards de dollars, ce qui représente une dépréciation de valeur de près de 70%. Et les nouvelles continuent d'être mauvaises. Et lorsque vous prenez par exemple le Bitcoin qui est descendu sous la barre des 20 000, en comparaison à son pic en septembre qui était de 67 ou 69 000. Et vous prenez aussi une monnaie comme l'Ether qui est la deuxième capitalisation après le Bitcoin qui a perdu plus de 80% de sa valeur. Alors vous voyez que le marché est en pleine descente. Et pour donner aussi un chiffre statistique, quand vous prenez l'indice Fear and Greed, qui est l'indice qui donne la peur ou l'avidité des investisseurs, ou plus simplement le sentiment du marché par rapport à un actif, cet indice est descendu jusqu'à 6 points sur 100. Ce qui est un niveau très bas, qui signifie que monsieur tout le monde n'a plus confiance au marché des crypto-monnaies. Alors, l'aversion au risque conduit les gens actuellement à retirer leur argent de ce marché-là, de telle sorte que cela a conduit les plateformes, même les plus dynamiques, telles que Binance ou alors Celsius Network, à suspendre les retraits. Exactement comme font les banques lors des banqueroutes. Voilà. Donc, c'est vraiment une difficulté majeure actuellement. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment cela est arrivé. Comment cela est arrivé. Qu'est-ce qui justifie voilà. À mon avis, ce n'est pas encore le fonctionnement des crypto-monnaies, parce que le fonctionnement des crypto-monnaies, quoi qu'on puisse dire, est dans l'ensemble calqué sur le fonctionnement des bourses, des marchés financiers, à quelques différences près. Ce n'est pas aussi, pour le moment, la technologie de la cryptographie, puisque j'avais énuméré un risque là-dessus. Effectivement. Quand bien même à long terme, on pourrait, à la mesure des cyberattaques, craindre ce niveau-là. C'est beaucoup plus la mauvaise gestion des risques, la mauvaise appréciation des risques et la mauvaise gestion de certains acteurs clés du système qui a créé ce dysfonction. En tout cas, si vous voulez, je peux donner un exemple. Oui. Quand vous prenez par exemple les banques, le système classique bancaire a des ratios prudentiels, des ratios qui annoncent l'insolvabilité d'une banque et sur lesquels les banques centrales veillent rigoureusement. Et dans le système américain, par exemple, si vous avez une unité de capitaux propres, vous pouvez faire 9 unités de crédit. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais dans le système des crypto-monnaies, les gens sont allés jusqu'à une unité de capitaux propres pour 19 unités, voire plus de crédit. Ce qui veut dire que si l'ensemble des épargnants viennent réclamer leurs sous, il y a plus de risques dans le système de crypto-monnaie que dans le système bancaire habituel. Voilà. Oui. Christian, si vous permettez. Oui, en fait, moi, je vois dans tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout notamment à travers cette dégringolade, une forme d'arnaque qui ne dit pas peut-être son nom, bon, bien peut-être, je dirais voilé. Parce que je me dis, quelqu'un qui a acheté la crypto-monnaie il y a un an, ou peut-être qui est venu nouvellement, et qui a acheté et il constate qu'il y a cette dégringolade, il ne pourra même plus continuer. Et voilà, vous perdez votre argent et vous n'avez même plus la possibilité de regarder. Les gens sont allés au point il faut d'abord se demander à qui se plaindre lorsqu'on perd son argent. Les gens sont allés jusqu'à demander, dire bon, il faut, on interdit des retraits. Mais il y a une chose qui est claire. Il y a un contexte actuel aussi d'économie, je dirais, au niveau mondial qui pourrait aussi expliquer. Nous sommes dans un contexte généralisé d'inflation. L'inflation, vous le savez, et
face à l'inflation, la proposition que les banques centrales font souvent, c'est de monter peut-être le taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel on prête l'argent aux banques que nous avons et qui viennent aussi faire le crédit aux entreprises, aux personnes, aux particuliers qui demandent. Oui, donc, si on revoit les taux directeurs pour maîtriser l'inflation, c'est qu'en conséquence, on n'aura pas du catch, si je peux le dire comme ça, sur le marché. Et du coup, ça pourrait aussi entraîner cette situation. Donc, moi, je pense plutôt que c'est la situation de l'inflation généralisée au plan mondial qui pourrait aussi Merci beaucoup. Ce qui arrive. Non, je pense que l'aspect que moi je voudrais aborder, c'est l'aspect légal de la question. Quand on a suivi les explications du docteur, on sent que c'est une monnaie qui contourne les banques, oui. qui contourne même les États. Un État souverain, un État normal, un État sérieux, peut-il laisser cette monnaie-là, c'est pas avoir cours dans son pays? Je pense que oui, vous évoquez les raisons plausibles pour lesquelles cette monnaie a chuté, mais il peut aussi arriver que des États, pour exprimer leur souveraineté, puissent trouver le mécanisme pour faire chuter ces genres d'activités. Et pouvoir dire, bon, écoutez, là où vous allez, c'est pas un bon chemin. Revenez à nos monnaies, parce qu'il a parlé de blanchiment d'argent. Il a parlé de en fait, c'est une zone non régulée. Bien sûr. Et tout à l'heure, il faisait la question. Qui échappe à la fiscalité. Aujourd'hui, je veux faire des retraits et on me bloque. À qui je me plains? À personne. Donc, en fait, il y a quelqu'un, à toi-même. À moi-même, parce que qui a pris le risque d'investir dans ça. Et donc, vous voyez, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le trop grand silence des États aussi n'est pas une bonne chose. Je pense qu'ensemble, vous avez évoqué le cas de cet espion-là, Pegasus. Il y a forcément des éléments que les États détiennent et qui pourraient permettre de pouvoir contrôler. Sinon, on attendra que le pire se produise et après les gens vont se mettre à crier. Merci. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, surtout parlant de système d'arnaque. Oui. Un peu voilé là. Oui, à ce niveau, ce qu'on peut dire, c'est que malgré l'importante couverture médiatique qui est organisée autour des crypto-monnaies, il est à remarquer que très peu de publics savent en réalité comment ça fonctionne. Y compris moi, par exemple. Ce qui ouvre la grande porte aux manœuvres frauduleuses. Les arnaques à la crypto-monnaie, il y en a de plusieurs sortes. Et les plus utilisés, on va parler du système de Ponzi et du schéma de Ponzi et du système pyramidal dont on avait déjà discuté au cours du dernier entretien. Mais également d'une autre forme d'arnaque qu'on appelle le pump and dump. Le temps ne nous permet pas, sinon je pouvais encore l'expliquer. Voilà, maintenant, on peut parler aussi des perspectives. Oui. Surtout les conseils aux citoyens qui sont... Non, pas les conseils, non. Les perspectives. Comment ça s'annonce Oui, l'avenir. Si vous avez un peu de temps, les conseils, vous n'avez qu'une minute. Ok. Allez-y. Bon, pour les perspectives, je pense qu'on peut envisager des perspectives à court et long terme. Et vous avez vu les turbulences qu'il y a aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies affaiblissent encore, comme je l'avais dit, par le système domino, le système financier classique. Et en conséquence, les crypto-monnaies apparaissent comme un facteur d'instabilité complémentaire au système classique et des voix autorisées s'élèvent déjà pour annoncer la régulation. Le FMI s'inquiète de sa forte volatilité et appelle à plus de régulation. Et récemment, les pouvoirs publics aux États-Unis comme en Europe militent pour le contrôle des transactions en crypto-monnaie. Quand vous prenez un pays comme la Chine, qui est déjà très avancé, qui a interdit la possibilité de convertibilité de crypto-monnaie en yuan, et dont la Banque centrale réfléchit déjà à son propre support de création de crypto-monnaie. Cela dit, à court terme vont naître des bases de réflexion, d'accord, du secteur des crypto-monnaies, mais à long terme, je pense que la régulation interviendra et cela va permettre aux organes institutionnels de contrôle de pouvoir assurer leur rôle. Cela va permettre aussi, on n'en parle pas souvent, aux investisseurs institutionnels qui sont de gros fonds, qui ont beaucoup plus d'argent, de se mettre sur ce marché, de faire un retour sur ce marché. Également, la technologie qui sous-tend la blockchain
peut évoluer ou même peut changer sur d'autres techniques beaucoup plus sécurisées à l'épreuve des attaques de cybercriminalité et aussi soutenues par les pouvoirs publics. Malheureusement, et c'est ma crainte, c'est que quand les États vont chercher à réguler ce marché, il se trouvera encore d'autres monnaies parce que le souci de ceux-là qui veulent faire du blanchiment ou veulent faire, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas contrôler. Oui, c'est de trouver des voies de contournement. Donc je pense que autant les États vont faire à court terme, vont faire l'effort, Yuan, vous avez dit la Chine et tout, et il y aura toujours des éléments qui vont créer d'autres monnaies et vous allez voir que bon, alors c'est Merci quand même... Merci à vous, docteur Saharoudine Landouzi. Merci Herman Anyamboussou, Akhabali Bara et vous, Clément Achale. Je vous raccompagne avec le point de l'actualité à nous préparer ce matin.